À Radio Papote, on a des potes. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez 48 FM et aujourd'hui nous sommes accueillis dans les locaux de l'ASBL SNK Liège et pour présenter cette émission je suis accompagnée de Pauline. Bonjour Morgane. Alors Pauline, tu fais partie de 48 FM, est-ce que tu peux nous présenter la radio en 2-3 mots ? Oui, bien sûr. Alors, 48 FM, c'est une radio associative qui a l'habitude de parler du tissu associatif liégeois. Et on a déjà collaboré avec SNK pour différents projets radio, d'où notre envie de faire cette émission aujourd'hui, Morgane. Effectivement, plusieurs projets radio. Et aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes en situation de handicap. Qui de mieux que l'équipe de Radio Papote pour nous accompagner dans ce programme ? Radio Papote, c'est un projet média organisé par la SBL SNK, du réseau associatif de Solidaris. Et SNK propose des activités pour les personnes avec ou sans handicap de tout âge dans la province de Liège. Pour en parler aujourd'hui, nous avons d'ailleurs autour de la table Pierre et Christine. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et au cours de cette émission, nous allons accueillir aussi différents acteurs et actrices en lien avec les droits des personnes en situation de handicap, où nous allons parler accès aux médias, leurs droits et l'éducation inclusive aussi notamment. Oui, nous allons d'ailleurs entendre un de leurs projets et avec Radio Papote, nous avons lancé le projet Droit de parole. L'objectif de ce projet, c'était de se rendre dans plusieurs institutions pour personnes en situation de handicap sur toute la province afin de leur donner la parole. Vous allez donc pouvoir découvrir leur réalité, leurs revendications et leurs désirs. Nous aurons ensuite l'occasion d'en discuter autour de cette table et avec le public présent dans la salle. Je vous propose, avant de commencer notre première thématique, d'écouter Don't Look Back d'ASM. Et donc nous sommes de retour sur 48 FM et pour notre première chronique, cette première partie d'émission dédiée à la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Et autour de la table, nous accueillons Céline Kleifter, une logopède à l'école de Mosaïque, Karine Aerts qui est coordinatrice à Mosaïque, Virginie Marchal, agent de transition et d'insertion Mosaïque, et enfin Corentin Plom qui est professeur à l'Athénée Royal de Verdi. Alors bienvenue, merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2-3 mots c'est quoi le projet Mosaïque et leur partenariat avec l'Athénée Royal de Verdi ? Oui, bonjour, merci de nous accueillir. Donc, notre école est une école d'enseignement spécialisé. Elle se situe à Verviers et elle accueille 400 jeunes adolescents de 12 à 21 ans. Alors, parmi ces jeunes, des jeunes qui ont une déficience intellectuelle légère, mais nous accueillons également des jeunes qui ont une déficience intellectuelle profonde. Et donc, l'objectif général, de l'école, c'est donc d'amener chaque jeune à avoir le plus d'autonomie possible et à avoir une place dans la vie active. Et donc, pour y arriver, on organise 4 formes d'enseignement, la forme 1, la forme 2, la forme 3 et la forme 4. En forme 1, ce que l'on appelle l'adaptation sociale. On va vraiment amener le jeune à avoir un bon comportement, à pouvoir s'insérer dans la société et petit à petit, en lui donnant l'occasion également de communiquer, parce que ce sont des jeunes qui ont plus de difficultés au niveau de la communication. C'est avec lui et avec ses parents, c'est de quelque part définir un projet de vie et amener ce jeune à pouvoir le réaliser, à pouvoir intégrer un service d'accueil de jour. Il n'y a pas de travail pour ces jeunes-là, mais qu'ils puissent avoir en fait un endroit où ils puissent s'épanouir quand il est adulte. La forme 2, c'est l'adaptation sociale et professionnelle. Donc, en plus de l'adaptation sociale, on va aussi donner aux jeunes l'occasion de faire des stages en insertion socio-professionnelle. Certains d'entre eux vont pouvoir par la suite signer un contrat d'apprentissage et avoir du coup une insertion professionnelle. Pour d'autres, la valeur du travail ne sera peut-être pas rémunérée, mais il lui permettra en tout cas de pouvoir avoir des collègues. Donc c'est aussi de l'inclusion, c'est aussi de l'insertion, même s'il n'y a pas la partie salaire, il y a toute cette dynamique qu'il y a quand on peut travailler, avoir des collègues de travail. La forme 3, pour la forme 3, je vais passer la parole à ma collègue Virginie. Donc la forme 3, maintenant, c'est un enseignement qualifiant. Donc les jeunes ont l'occasion de se former à un des 19 métiers que l'école propose chez nous. Et dans l'objectif aussi d'être inclus dans une société ordinaire en décrochant un emploi
dans une entreprise ordinaire. Notre école aussi est subsidiée par l'Europe pour différents projets. Donc le projet de transition insertion dans lequel je suis référente et qui permet alors de suivre les jeunes encore 12 mois après leur sortie de l'école. On a aussi le projet Erasmus+, qui permet à nos jeunes de pouvoir faire un stage à l'étranger. Et le projet Clavi, donc, qui est notre fameuse classe inclusive. Moi, je suis représentant du coup de l'Athénée Royal Verdi. On coordonne le projet de la classe inclusive en lien avec l'école Mosaïque. C'est un projet qui est soutenu par le Fonds social européen. On met en place en fait tout un tas de projets au sein de notre établissement en lien avec la classe inclusive de Mosaïque. Donc l'Athénée Royal Verdi, c'est un enseignement tout à fait ordinaire, un enseignement secondaire. On a 2 implantations, une implantation sur Verviers, une implantation sur Peu-Pasteur. Celle de Verviers est assez pratique parce qu'elle se situe juste à côté de l'école Mosaïque et ça nous permet vraiment de réaliser un tas de projets vraiment avec la classe inclusive dont on vous parlera tout à l'heure, mais qui est vraiment chouette et ça permet vraiment de confronter les jeunes de la classe inclusive et de faciliter leur insertion et les échanges sont très riches avec nos élèves du secondaire également. Oui, justement, en parlant d'éducation inclusive, vous avez ce fameux projet de classe inclusive. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce projet, le pourquoi, ses missions, le travail qui est fait dans cette classe, comment c'est né? Oui, voilà. Donc moi, c'est Céline Kleisters. Et donc, je suis coordinatrice de cette classe inclusive, donc avec Corentin Plom et avec Alexia Badet, qui n'est pas présente ce jour. Et donc, une classe à visée inclusive, c'est un groupe classe d'élèves à besoins spécifiques qui sont donc inscrits dans l'école d'enseignement spécialisé Mosaïque, mais leur classe physique est située à l'Athénée Royal Verdi, donc dans une école d'enseignement ordinaire. Et donc l'objectif premier de cette classe, c'est vraiment avant tout un objectif social et relationnel. Et donc le but, c'est vraiment d'apprendre à nos jeunes de l'école Mosaïque les bons comportements sociaux en fait à avoir et à apprendre aussi aux élèves de l'enseignement ordinaire des valeurs importantes comme le vivre ensemble, tout simplement. Mais là, ce que je vous propose, c'est d'écouter la capsule qui a été faite aussi par les écoles et on reviendra après pour en parler. Tolérance, différence, inclusion, bien-être, diversité, solidarité, générosité, humanisme. Les valeurs que vous venez d'entendre sont au cœur des préoccupations de l'Athénée Royal Verdi à Verviers. Elles résonnent aujourd'hui sur nos ondes à travers ce podcast intitulé « Une journée dans une classe inclusive ». Pour débuter, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Céline Kleisters, coordinatrice de la classe inclusive au sein de l'Athénée Royal Verdi et de l'école Mosaïque. Bonjour Madame Kleisters. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les grandes lignes du projet de la classe inclusive ? Une classe à visée inclusive, c'est un groupe classe d'élèves qui a des besoins spécifiques et qui est inscrit dans l'enseignement spécialisé et dont la classe physique est implantée dans une école de l'enseignement ordinaire. Pour mieux comprendre les fondements de ce projet, nous avons assisté à une rencontre entre des élèves de l'Athénée Royal Verdi et ceux de la classe inclusive de l'école Mosaïque. Cette activité, conçue autour d'un jeu brise-glace, a permis d'explorer les centres d'intérêt et les initiatives de chacun. Qu'est-ce que vous avez fait vendredi ? Nous avons pu faire connaissance avec les élèves de la classe inclusive. Nous avons fait des questions-réponses et des tu préfères avec la classe inclusive afin de mieux les connaître et connaître leur quotidien avant, après et pendant les cours. À la fin, nous avons essayé de trouver une musique pour le début de notre radio et nous avons essayé de travailler notre dialogue quand les élèves de la classe inclusive étaient partis. Suite à cette rencontre, nous avons interrogé quelques élèves pour connaître leur impression. Voici ce qu'en disent Mia, Max et Maëlys, élèves en 3e et 4e secondaire.
Moi, j'ai aimé faire leur rencontre. Ça m'a permis d'en apprendre plus sur la classe inclusive et sur son fonctionnement. Et ça m'a permis aussi de comprendre les élèves et comprendre leur quotidien. Moi, j'ai bien aimé les rencontrer parce que ça m'a permis de les découvrir plus profondément et de comprendre pourquoi il y avait la classe inclusive et je me suis bien amusée. Moi, j'ai vraiment apprécié, c'était vraiment sympa de partager leur quotidien, les échanges, les questions, les réponses, et on en a appris plus par rapport à leur classe. Pour aller plus loin, nous avons demandé à Santiago, élève en 4e secondaire, ce qu'il pense de ce projet au sein de son école. Et je pense que ce projet est bien fait et là, avec cette rencontre, on a découvert les raisons pour lesquelles on fait ça et du coup, ça nous a permis de rentrer dans un nouveau monde. Enfin, nous avons souhaité entendre le point de vue d'un élève de la classe inclusive. Voici le témoignage d'Eglisson, 17 ans, qui partage son expérience personnelle. J'ai bien aimé rencontrer les élèves de Verdi, ils sont sympas. Ces témoignages mettent en lumière les principaux aspects du projet inclusif mené par l'Athénée Royal Verdi et l'école Mosaïque, soutenu par le Fonds social européen. Dans la 3e partie de ce podcast, nous écouterons un échange de questions-réponses entre les élèves de Verdi et ceux de la classe inclusive, qui nous permettra d'explorer leur quotidien scolaire. Tu préfères aller à l'école en pirogue ou aller à l'école en montgolfière? Une pirogue, c'est une petite barque. Une petite barque comme les Indiens. Qui préfère aller à l'école en pirogue? Moi aussi. Moi aussi. Qui préfère aller à l'école en montgolfière? J'avoue, les deux sont bien. Et les gars, il faut voter, hein. Tu préfères le bateau ou la montgolfière? Le bateau, c'est la pirogue. Ok. Tu préfères avoir un toboggan dans ta chambre ou avoir une piscine dans ton jardin? Toboggan dans ta chambre. Qui aimerait bien un toboggan dans sa chambre? Pas moi. Piscine dans le jardin? Oui. Ouais, je crois que ça fait l'unanimité, hein, ça. Tu préfères vivre dans l'espace ou vivre sous la mer? Vivre dans l'espace ou vivre sous la mer? Qui préfère vivre dans l'espace? Non, très simplement. Sous la mer. Vous avez trop regardé la petite sirène, hein, les gars. Je suis pas sûre que c'est si joli, hein. Oui, joli là-bas. T'as choisi quoi, Glisson? La mer ou l'espace? La mer. Place maintenant au dialogue entre Eglisson, Mathis, Santiago, Diana, Sarah, Mia, Célia, Max et Maëlys, qui échangent sur leur vie scolaire. Et donc, vous êtes combien d'élèves en classe? 9. Qu'est-ce que vous apprenez? Moi, j'aime bien apprendre des choses et aussi j'aime bien faire de mathématiques, des français, des gestuels, aussi horticulture, musique, cuisine et gymnastique. Ok, comment est votre local de travail? Trop cool. Notre classe est divisée en 3, hein, Célia? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans notre classe? Une grande table pour travailler ensemble. Des petites tables. Des petites tables pour travailler et un coin de détente. Et vous? Alors, nous, dans notre classe, c'est plusieurs tables. Et en face, on a le professeur qui nous enseigne. Expliquez comment se déroule une journée type dans votre classe. Et donc le matin, quand on arrive, Glisson? On se met dans le rang et quand le prof il arrive, on y va jusqu'à la classe. Et donc la récréation du matin est à Verdi et puis l'après-midi, Glisson? Après-midi, on va à la cuisine. Voilà, c'est plutôt des cours pratiques. Quelle activité avez-vous déjà fait avec des élèves de Verdi? On vend des collations, on est allé à Palogne et on est allé au théâtre. Oh la fête. Et quel est votre cours préféré? Gymnastique et maths. Et vous? La cantine. Non, c'est le sport. Moi, c'est la chimie. Moi, c'est l'art. Moi, c'est le sport. Et moi, c'est horticulture. Est-ce que vous avez d'autres accompagnants que les professeurs? Qu'est-ce qui est à l'école aussi avec toi, Hamza? Sœur, copette, catar,
Les fermières. Vous voulez faire quoi plus tard? Moi, plus tard, j'aimerais bien devenir une chirurgienne généraliste. Moi, j'aimerais bien devenir prof de sport. Moi, j'aimerais bien devenir styliste. Est-ce que vous voyez souvent dans la cour? Oui, on vous voit souvent. Oui. Est-ce que vous avez beaucoup de copains? Oui. Oui. Et ça va avec eux? Oui. Des fois, j'aime pas la bagarre. Tu te disputes avec tes amis parfois? Non. Non? Ils sont gentils avec toi? Oui. Non, moi je fais avec vous. Enfin, non, pas avec vous, mais avec mes copains, parfois. Ok. Est-ce que vous voulez une rakata à raconter? Une histoire? Une anecdote. Une anecdote? Une anecdote? Oui. Alors, je pense que notre amie Mia a une anecdote à raconter. C'était lundi dernier. J'étais dans la cour de l'école et à un moment, j'ai frappé quelqu'un sans faire exprès. C'était Santiago, il s'est retourné et il m'a dit... Oh putain Laurent, excuse-moi de la réaction, je t'avais pas vu. Qu'est-ce que la classe inclusive? Du coup, ce que c'est, je l'ai déjà dit, mais le but, vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le but de la classe inclusive? C'est d'habituer des élèves différents à un enseignement normal, entre guillemets. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée de ce que c'est le but d'une classe inclusive? Intégrer socialement les élèves différents de nous par rapport à leur apprentissage et tout ça, et essayer de les inclure plus dans la société. Leur apprendre? Et principalement leur apprendre des trucs par rapport à la vie quotidienne, entre guillemets. Leur habituer à la vie quotidienne. Oui, quelque chose à dire. Et nous apprendre nous aussi à les connaître et à savoir comment ils vivent. Bon voilà, je pense que vous avez bien résumé. Du coup, c'est avant tout effectivement un but social. Donc l'idée n'est pas qu'ils réintègrent les cours dans l'ordinaire, mais qu'on puisse vivre tous ensemble en fait, dans un climat de respect et de bienveillance, qu'ils puissent apprendre des comportements adéquats dans notre société. Et voilà. Merci d'avoir écouté Une journée dans une classe inclusive. Ce projet a été organisé dans le cadre de la Semaine de l'éducation aux médias avec le soutien du CSEM et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il reflète les valeurs de solidarité et d'inclusion portées par l'Athénée Royal Verdi et l'école Mosaïque. Il met en lumière l'importance de travailler ensemble pour bâtir une société plus humaine et tolérante. Nous remercions les studios de 48 FM pour leur accompagnement et leur accueil et le Fonds social européen pour le financement du projet inclusif. Et voilà, on vient d'entendre le magnifique projet inclusif, projet radio de l'école Mosaïque et de l'Athénée Verdi. Christine et Pierre, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre et par rapport au projet? Super projet en tout cas, félicitations. Parce que je vais un petit peu vous raconter, en substance, moi j'ai été dans un enseignement type normal pendant 3 ans et ça s'est très, 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 très mal passé. Surtout la dernière année où j'avais l'impression d'être la martienne. Puis après, j'ai atterri dans l'enseignement spécialisé à l'IPES de Micheroux, où là, franchement, tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que dans le rêve, ce serait vraiment des classes comme ça. Heureusement que ça existe. Merci. Moi, je trouve formidable ce système d'inclusion dès les secondaires. Je trouve ça vraiment une très très bonne idée. Mais je me demande par contre comment font les élèves qui ont des difficultés pour suivre le programme scolaire et voir s'il est différent par rapport à l'enseignement traditionnel du coup. Alors, comme j'expliquais, c'est vraiment un but social et relationnel. Donc, en fait, nos élèves ne suivent pas les cours de l'ordinaire. Ils ont leur petite classe avec leurs professeurs de l'enseignement spécialisé à
à l'Athénée Royal Verdi, mais les cours c'est leur classe à eux en fait. Ah oui, et donc ils ne suivent pas les cours avec les élèves de l'ordinaire. Par contre, on essaye vraiment de créer des projets pour qu'ils se croisent, pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils fassent des choses ensemble, mais ils ne suivent pas les cours ensemble. Dommage qu'on n'a pas connu ça il y a 30 ans. Je crois que ça nous aurait aidé à vivre et aller vers une société plus inclusive déjà à l'époque. Merci à vous d'avoir une idée vraiment top, quoi. Merci. On parle justement de plus d'inclusion dans les écoles, etc. Est-ce que vous avez des idées de besoins que les écoles ou les établissements auraient besoin pour mettre en place ce genre de projet? Qu'est-ce qu'il vous faudrait? En fait, un des objectifs de notre école, de notre enseignement, c'est justement l'inclusion. Et cette inclusion, elle est possible grâce justement au développement du réseau avec lequel on peut travailler. Donc, on a différents. Donc, c'est vrai qu'il y a les cours qui sont donnés hebdomadairement, le cours de français, le cours de gestuelle, mais il y a aussi vraiment beaucoup de projets qui gravitent autour de cet enseignement. On a par exemple un projet intergénérationnel. Donc là, ce sont nos jeunes qui vont dans des maisons de repos pour aider la personne âgée. On crée des binômes, on va en classe de mère ensemble. Il y a des projets, une semaine de l'art par exemple, où on va au contact de l'art. Et ce que je voulais dire aussi, l'inclusion, ça va dans les deux sens. Donc c'est vrai que c'est important que notre école s'ouvre aux partenaires extérieurs, mais c'est important aussi de faire venir ces partenaires à l'intérieur de l'école. Donc je pense que c'est vraiment vers cela qu'on doit aller, c'est vraiment ouvrir nos portes pour accueillir et pour que la personne lambda en fait se dise oui, c'est super génial de pouvoir travailler, là, vivons dans la différence. Très beau mot pour le 3 du 12 en plus, vivons dans la différence. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'est vrai que on voulait peut-être remercier aussi l'agence Fonds social européen qui nous permet aussi de faire ce projet de classe inclusive, parce que voilà, au départ, ce projet s'est lancé donc avec moi comme coordinatrice du côté de l'école Mosaïque, mais donc depuis cette année, on a aussi un coordinateur qui est du côté de l'Athénée Royal Verdi, et alors à ce moment-là, on a vraiment un vrai partenariat et c'est vraiment beaucoup plus facile de faire des projets ensemble quand on a quelqu'un des deux côtés. J'ai cru comprendre qu'il y avait des élèves de la classe inclusive de Mosaïque. Bonjour Eglisson, bonjour Mamadou, vous allez bien? Oui, et vous? Oui, ça va très bien. Donc vous étiez dans la classe inclusive. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette classe? On a fait des choses pour côté les élèves de Verdi. Tu les connaissais déjà avant? Oui. Et tu les connais mieux maintenant? Oui. Et t'as fait quoi avec eux? On a joué avec eux. Ce matin, par exemple, on a fait des jeux de société avec une classe de l'Athénée Verdi. Hein. T'as bien aimé? Oui. Vous voudriez que cette classe continue encore? Oui. Faire ça plus souvent, des projets comme ça vous tenterait? Oui. Un tout grand merci pour votre présence. Et on vous souhaite que ça continue encore longtemps alors. Merci. Merci. Alors, j'ai cru comprendre que dans le public, il y avait aussi des questions pour l'école. Oui, vas-y, on t'écoute. Donc, moi, je trouve que parler des formes, etc., c'est génial parce que toutes les formes sont différentes. Mais au final, dans l'enseignement spécialisé, moi, j'ai passé 4 ans et demi ça à Caen. J'ai été à l'IPES de Micheroux aussi. Et donc, c'est vraiment bien. Et j'ai fait aussi... comme la classe inclusive, en fait, sauf que moi, j'étais en intégration. Donc, j'étais inscrite à l'IPES de Micheroux et dans l'enseignement ordinaire. Et du coup, ça m'a vraiment plu parce que j'avais quelqu'un de l'IPES de Micheroux qui venait dans l'enseignement ordinaire. Donc, moi, dans l'enseignement ordinaire, j'ai fait toutes mes années, donc de la première maternelle jusqu'à la 6e secondaire. Avec des hauts et des bas comme tout le monde. J'ai eu beaucoup de harcèlement, mais bon, ça, je pense que toutes les personnes différentes en ont eu, ou s'ils n'en ont pas eu, tant mieux. Mais du coup, ça, c'est vraiment bien, mais je me sentais très différente en primaire parce que je travaillais sur tablette, ordinateur, etc. Et du coup, c'était compliqué de se sentir différente au milieu d'autres enfants, et les enfants, on sait qu'ils sont pas toujours gentils entre eux. Donc ouais, c'était la martienne, l'extraterrestre, etc. Donc voilà, c'était pas facile. Et puis l'enseignement spécialisé, moi j'étais en forme 4, type 4.
Donc, j'étais en professionnel, j'étais en auxiliaire d'accueil, donc secrétariat en gros. Et du coup, on travaillait beaucoup sur ordinateur pour apprendre à faire des lettres, des mails, etc. Ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup ouvert au monde extérieur qui m'entoure. Merci beaucoup pour ton témoignage. De rien. Christine, tu voulais réagir ? Oui, je suis entièrement d'accord, franchement. Et c'est vrai que moi, atterrir comme ça dans l'enseignement spécialisé, ça m'a ouvert aux autres handicaps aussi. Parce que j'étais la seule, entre parenthèses, entre guillemets, handicapée dans l'enseignement normal. Et ça m'a ouvert aux autres aussi d'aller dans le spécialisé. Mais qui dit spécialisé, je tiens quand même à rassurer, les diplômes, on a les mêmes diplômes que dans l'enseignement dit normal, mais simplement, il nous faut beaucoup plus de temps. Merci. Merci Christine. Oui, Pierre. Moi aussi, j'ai fait l'enseignement spécialisé et ce qui est bien, c'est que finalement, on a un diplôme et une formation comme tout le monde. Donc, c'est vraiment la preuve que l'enseignement est ouvert à tous, même si on a des difficultés, quoi. Mais j'ai l'impression au final que l'école spécialisée a un propre rôle et qu'il faut aussi de l'inclusion. On fait de l'inclusion au sein des écoles spécialisées et qu'il faut aussi faire de l'inclusion et de la sensibilisation dans les écoles ordinaires. Dans ce que j'entends dans vos témoignages, j'ai l'impression que c'est ça qui ressort. Merci beaucoup pour cet échange. On va écouter maintenant Lucky Love. Je veux un peu de tendresse. On est de retour sur 48 FM et pour cette deuxième chronique, nous sommes accompagnés de Sacha Baumans pour parler des droits et handicaps. Et donc, je vais passer la parole à Morgane pour poser quelques questions. Ah oui, Sacha, est-ce que déjà tu peux peut-être décrire ton travail aux personnes qui nous écoutent ? Eh bien, tout d'abord, bonjour. Merci en tout cas de m'inviter aujourd'hui sur cette émission. Donc, moi, je travaille auprès du service social de Solidaris Liège. Et au niveau handicap, j'y suis confronté tous les jours dans mon métier. Ça va donc de l'introduction de droits et d'avantages en introduisant de dossiers de reconnaissance de handicap, par exemple, mais aussi orienter, conseiller et fournir un soutien administratif, voire même un suivi. Oui, donc ça, on peut contacter le service social et c'est toi qui oriente sans problème. Pour ce genre de choses. Super. On aura l'occasion de débattre davantage de tout ça. Avant de passer à la discussion, je vous propose d'écouter notre première capsule sonore qui compile l'avis d'une trentaine de personnes en situation de handicap qu'on est allé voir sur toute la province de Liège. Elle concerne l'accès à leurs droits et on en discute ensemble juste après. Alors, vous avez choisi une image pour parler de vos droits en tant que personne en situation de handicap. Ce que j'aimerais, c'est que chacun à votre tour, vous nous expliquez un peu ce qu'il y a sur votre image et pourquoi vous l'avez choisie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer ? Moi, j'ai choisi cette image-là. Alors, c'est quoi comme image pour ceux qui nous écoutent ? En fait, c'est un médecin qui aide les enfants handicapés. Je trouve que c'est bien pour la population parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aident les personnes et moi ça me fait mal au cœur en fait, de voir ça. J'aimerais bien être comme ça, aider les personnes un peu handicapées quand même. J'ai choisi cette image-là. En fait, c'est une fille qui a un handicap et que tout le monde se moque d'elle en lui montrant du doigt et tout ça. Et même pendant les disputes ou autres, il faut toujours accepter les handicaps des autres parce que on n'y peut rien si on est comme ça. Et par exemple, j'ai un retard mental et pendant les disputes et tout ça, on s'est beaucoup moqué de moi et tout ça. Du coup, c'est pour mettre un stop, quoi. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire alors pour que ça s'arrête ? Moi, j'ai un peu une idée. C'est justement parler à la radio pour dire à tout le monde, à chaque dispute ou autre, il faut toujours accepter la personne comme ils sont et qu'on n'en peut rien, quoi. Parce que insulter la personne, par exemple, d'handicapé, etc., c'est un manque de respect total. Plus de respect, quoi. Voilà, exactement. Super. Et tu avais choisi une deuxième image ? J'ai choisi celle-là parce que
on a tous notre liberté, même quand on a un handicap, un retard mental ou autre, et qu'on aimerait travailler et qu'on rêverait et qu'on n'a jamais travaillé avant. En fait, on a tous le droit de travailler, en fait. On a tous le droit de vivre comme tout le monde, d'avoir notre propre appartement, etc. Donc, et on a le droit d'aimer qui on veut, sans jugement et tout ça. Moi, je parie une photo sur un monsieur qui est dans un bureau, c'est certainement pour le travail. Et pourquoi tu as choisi cette image-là? Pour l'accessibilité du travail et pour certaines personnes handicapées, parce que c'est pas évident aussi. C'est pas évident de trouver un travail quand on est en situation de handicap. Ouais. Et toi, tu as une expérience à ce niveau-là? Moi, j'ai eu une expérience. J'ai fait chez Oxfam. J'ai resté 17 ans comme bénévole. Et ça t'a apporté quoi de travailler comme ça? Ça m'a permis un peu de travailler, de petit peu travailler, de chipoter un peu dans des trucs que j'aimais bien. Ça fait du bien de se sentir utile et demander alors. Ouais. Et maintenant, tu fais encore du bénévolat quelque part? Non, j'ai arrêté. Et ça fait quoi de plus en faire? C'est un peu bizarre, mais je me suis habitué. Maintenant, je dis, avec l'âge, on dit, il faut mettre un petit peu de frais, comme on dit. Ça marche. Est-ce qu'il y en a d'autres autour de la table qui aimeraient travailler? Ou qui travaillent? Personne? Et il y en a qui voudraient travailler? Toi, t'aimerais travailler, Frédéric? Oui. Oui? Et qu'est-ce qui fait que tu travailles pas alors? Je ne sais pas. C'est le handicap que je lis. Je ne sais pas lire et écrire, c'est pour ça. Ah d'accord. Et le fait que tu sais pas lire et écrire, ça t'empêche de trouver un travail? Oui. Oui. C'est ça aussi. T'aimerais bien avoir quelqu'un qui t'apprend à lire ou à écrire? Ça, c'est un rêve pour toi? C'est un rêve, voilà. Ok. Et tu sais comment faire pour apprendre ou trouver l'information pour ça? Il faut que je demande, voilà, aussi. Ouais. Et ça, c'est compliqué? Mais c'est compliqué à trouver aussi. Ouais. Pour nous. Alors, est-ce que tu aurais besoin de quelque chose pour qu'on t'aide à trouver un travail? Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Parler, peut-être. Oui. Parler à quelqu'un, ça veut bien m'aider, tout ça, pour savoir comme ça. Ok, ça pourrait être aux auditeurs qui nous entendent. Est-ce qu'il y a un travail qu'on peut faire, même si on ne sait pas lire ou écrire? Ouais, c'est ça. Ok. Oui, je choisis quelqu'un qui travaille, qui a l'air épanoui. Je trouve que tout le monde devrait avoir droit au travail, même si on dit qu'ils sont pas capables ou pas, c'est pas vrai. Si on trouve notre boulot idéal pour soi-même et pour autrui, on peut s'épanouir et contribuer à un monde plus juste. Ok. L'envie de travailler, c'est de pouvoir contribuer au monde et de trouver un plaisir. C'est quoi qui te donne envie dans le fait de travailler? Oui, mettre ma pierre à l'édifice. Ok. Et les autres, pourquoi vous avez envie de travailler? Pour essayer quand même d'avoir quand même un peu d'argent quand même. Ouais. Mais pas trop non plus, parce que voilà, sinon on va en dépenser. Et aussi pour avoir une vie plus simple, quoi. Ne pas rester sans rien, quoi. C'est pas possible de rester sans travailler, quoi. Donc voilà. Sans rien faire, quoi. Ouais, voilà. Ce serait de l'ennui ou Ouais, de pas... ce serait de l'ennui, oui. Ouais, ce serait de l'ennui, en fait, ouais. C'est quoi sur ton image, tu sais nous dire? Discrimination, inclusion et sensibilisation. Et pourquoi tu as choisi cette image-là? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pointées du doigt. Ouais. Et qu'on réagit beaucoup trop tard. Ok. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour que ça change? Vous avez des idées, vous? Faire un groupe, le groupe de classe par exemple, et se faire connaître l'un par l'autre, et de s'apprendre l'un à l'autre à se connaître. Apprendre les différences, à vivre ensemble avec nos différences. Voilà. Ouais. Donc plus d'inclusion, c'est ça? Voilà. Chouette. Max, tu veux y aller? Je vois un monsieur qui a pu ses jambes, mais qui est en chaise roulante, et qu'on voit beaucoup de gens qui ne savent pas monter les marches parce qu'ils ont des problèmes. Ils sont en fauteuil roulant, voilà, ou ce genre de choses. Ouais. Et quand on voit ces gens-là, il y a fait comme dire une maman avec un enfant qui est handicapé ou en chaise roulante, c'est la seule qui peut monter les marches
tout seul, qu'il n'y a personne qui passe devant, qui fait pas attention à elle pour dire, voilà, est-ce que vous voulez avoir de l'aide ou pas, ou comme ça. Moi, je n'aime pas. J'aime tout ce qui est aider les gens. Si je vois une dame qui a un problème avec sa poussette ou à monter, moi, je l'aide et c'est une chose qui me fait du bien. Voilà. Vas-y, Déborah. J'ai choisi une image, un infirmier qui ferme la porte ou qui l'ouvre, je ne sais pas. Dans un hôpital psychiatrique, c'est ça que tu as l'impression que c'est ? Ouais. Ok. Et pourquoi tu as choisi cette image alors ? Parce qu'on enferme trop vite les gens à durée indéterminée pour un oui, un non. Enfin, je connais le cas, c'est pour ça que j'en parle. C'est important, oui. Et ça peut être traumatisant. C'est quelque chose qui t'a marqué, toi, ça ? Oui, quand même. Et c'est quoi que tu voudrais défendre comme droit, alors, de dire quoi aux gens qui nous écoutent par rapport à ça ? Surtout les médecins, les infirmiers qui... Enfin, les infirmiers, ils font leur job, mais les médecins, parfois, ils abusent, quoi. Ok. Peut-être de mettre trop vite la décision d'enfermer les gens ou de les placer. Sous contrainte et tout ça, ouais. Ok. De faire plus attention à la liberté et de moins prendre ces décisions à la légère parce que ça peut être traumatisant, comme tu le dis, c'est ça ? Ouais. Ok. Ça fait beaucoup de choses. Donc, le droit de travailler comme tout le monde, le droit d'avoir un logement comme tout le monde et le droit d'aimer comme tout le monde. Et ça, c'est des choses que vous trouvez que vous y avez accès ou pas beaucoup ? Oui, parce que j'ai bientôt ma formation. Parce que je vais bientôt faire 2 formations le 16 janvier en commis de cuisine et commis de salle. Donc, c'est-à-dire être serveuse. Et en fait, je me suis battue jusqu'au bout, quoi. T'as dû te battre pour avoir cette formation ? Oui. Mais me battre mentalement, pas me battre physiquement. Oui. Et pourquoi t'as l'impression de devoir te battre peut-être plus que les autres ? Qu'est-ce qui fait ça ? Moi, je me dis... Parce qu'on m'a souvent dit, ouais, t'es incapable de faire ça, t'es incapable de faire ci. Même à l'école, on m'a déjà dit ça. Donc, moi, j'ai montré aux autres que je suis capable. Ok, prouver aux autres qu'on est capable. Voilà, c'est ça. Ok, vous avez des fois ressenti la même chose autour de la table ? De devoir prouver en fait qu'on est capable alors qu'on n'arrête pas de nous dire que c'est pas possible ? Je vois Déborah qui hoche la tête. Ouais. Donc ça vous parle ce qu'elle dit, Mallory, au final ? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont des exemples ? Quand je voulais faire des formations dans les parcs et jardins, déjà je suis une fille, c'est déjà fort masculin. Et comme j'ai un trouble psychique, on me disait non, parce que voilà... Que tu n'allais pas être capable ? Oui, et puis que ça allait déranger peut-être les autres, ou que j'allais être dangereuse ou quoi, alors qu'ils ne me connaissaient pas. Oui, des préjugés, quoi. Sans te connaître, on allait te dire tu vas pas y arriver, quoi. Ça va pas être possible. Et est-ce que finalement, tu as réussi à... J'ai réussi à rentrer dans cette formation-là. Et puis j'ai trouvé un travail dans une entreprise de travail adapté via moi-même où je cherchais à... Ok. C'est toi qui as dû faire toutes les démarches, chercher, te battre pour prouver que tu étais capable. Ouais. Et est-ce qu'ils ont changé un peu leurs préjugés par rapport au handicap et à la santé mentale une fois que tu as intégré Ils étaient contents de moi, donc c'est que, à mon avis, oui. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous expliquer ces images ? Oui, que les personnes ne respectent pas les parkings handicap. Oui. Il y en a qui ils se mettent pour faire exprès pour envoyer les personnes handicapées. Toi, tu as besoin de ces parkings-là ? Oui. Oui. Pour nous aider, oui. Oui. Et ça t'est déjà arrivé de ne pas pouvoir te garer parce qu'il y avait des gens qui... Moi, c'est ça, oui. Ouais. Et alors, il se passe quoi quand c'est comme ça ? Ça va se passer des conflits avec les gens. Des conflits avec les gens. Ok. Tu voudrais quoi en plus ? Tu voudrais dire quoi justement là ? On peut nous entendre. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens ? Avoir plus de bus pour les handicapés parce qu'il n'y a pas assez de rampes pour eux et il n'y a pas assez pour les aveugles et tout ça pour s'asseoir, tout ça pour eux. Ok. Les transports en commun plus adaptés. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde et il n'y a pas assez de bus pour nous.
Ok. Et toi, c'est un problème, les transports en commun pour Mais toi? des fois, on l'attend trop et c'est trop long et on n'a plus de bus. Ok. Nous, à la longue, faut faire quelque chose pour nous. Ok, super. Vas-y, Grégory, tu veux dire quoi? On est en train de nous oublier. Voilà. De nous oublier. Oh, les ministres sont là et nous, on n'est rien du tout. Voilà. C'est vraiment honteux. C'est même décevant. C'est décevant. Et on est en train de ponctionner encore le budget et on est en train de fermer les institutions pour des handicaps qu'on a besoin pour en cas de crise, en cas de colère, en cas de truc. Ben, on met tout ça à la poubelle. Et voilà. Et je trouve que c'est honteux. Honteux, honteux. Et on ne parle pas assez des handicapés au journal. On est oublié. J'espère que la Chambre des représentants et le gouvernement nous écoutent. Parce que là, on a des revendications. Vas-y, Clara. Moi, je dis qu'ici, on a tellement de listes d'attente que les gens sont inscrits, qu'il n'y a pas beaucoup de place pour eux. Et d'autant plus, on est beaucoup ici déjà inscrits, qu'il ne faut pas attention à ça non plus, qu'on est beaucoup nombreux et que des fois, il faut les envoyer dans un autre centre. Mais les autres centres aussi, ils sont débordés de gens, il n'y a pas de place, manque de budget, manque d'éducateurs, pas assez d'argent, pas assez de matériel. Et nous, on n'a pas assez d'argent pour ce qu'on va acheter comme matériel ou réparer un truc, ou pour les sorties ou pour tel. On a toujours amené, nous, de l'argent pour les aider. Surtout d'avoir aussi d'avoir beaucoup de logements spécialement pour les personnes en situation de handicap qui seraient aménagés. Ils devraient y penser aussi. Parce qu'il y en a qui aimeraient bien aussi de commencer à vivre seuls dans des appartements ou des maisons et tout ça, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres droits que vous voulez revendiquer comme ça? Là, on en a évoqué pas mal, mais aux ministres, au gouvernement, aux gens qui nous écoutent. Moi, j'ai un truc à dire. Faites que ce soit moins cher les abonnements pour ceux qui ne savent pas payer pour le bus, les abonnements, surtout pour les jeunes de maintenant. Ils doivent payer plus cher que nous, les handicapés, on a droit à moins cher. Moi, je pense à eux qui, par exemple, les gens qui n'ont pas moyen de payer plus cher un abonnement, mais pensez à eux, pour ceux qui prennent le bus, moins cher parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens et ce serait bien pour eux qu'on leur donne un petit coup de main aussi. Au lieu d'être restés dans leur bureau, c'est un petit peu qu'ils viennent un peu voir dans les institutions, dans les centres, qu'ils voient où il manque des sous et qu'on a besoin. Voilà la première capsule sonore concernant les droits des personnes en situation de handicap. Pierre, Christine, on vient d'entendre plein de choses. Est-ce que y a quelque chose qui fait plus écho à votre réalité? Plein. Ouais, ça te parle? Oh oui, franchement, le terme déjà comme tout le monde, déjà, c'est vrai que c'est une lutte incessante. Comme tout le monde, on a des droits. On a tendance, des fois, les personnes sans handicap, à nous oublier, mais on revendique. Et surtout, par pitié, le tram. Là, le tram, franchement, à entendre, j'ai failli avoir une crise cardiaque mercredi soir en entendant un reportage en disant que rien n'est fait pour les personnes à mobilité réduite pour le tram. Là, ils nous ont complètement oubliés, là. Alors, si quelqu'un m'entend, si quelqu'un nous entend, qui prennent conseil auprès des personnes en situation de handicap, parce que c'est vraiment une honte. Moi, je voulais dire que beaucoup de leurs reportages m'ont touché aussi. Et je trouve que ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que malheureusement, avec le futur gouvernement, d'accord qu'on ait des droits, mais si on leur retire certains avantages sociaux, ce serait quand même malheureux. C'est déjà qu'on n'a pas choisi d'être dans cette situation avec nos problèmes de santé. Et en plus, par exemple, si nous rabotent la Vierge Noire et autres, qui se mettent un peu à notre place, quoi. J'avais un autre point à souligner, mais ça, c'est dû à mon passé, c'est que certaines personnes qui se croyaient plus malignes que moi m'ont caché mes droits, etc. Je ne savais même pas.
Et maintenant, j'ai la chance d'en avoir discuté avec mon médecin il y a presque 10 ans. Et j'ai une assistante sociale, plutôt que de me cacher la vérité, m'aide à comprendre. Et ça, c'est formidable et je le remercie bien. Merci beaucoup Pierre pour ton témoignage. Et je me retourne vers toi, Sacha, parce que là, on vient d'entendre des témoignages où forcément ça peut faire écho, ou on peut faire un parallèle évidemment avec votre travail chez Solidaris. Qu'est-ce que ça vous évoque? Enfin, qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour répondre à ces revendications? Déjà, pas mal de réalités de terrain, hein. Donc ça, on l'entend bien, c'est une grosse problématique. Donc le monde du handicap n'est pas connu. Il existe pas mal de choses dont on n'a pas forcément connaissance, soit parce qu'il y a un manque de visibilité, un manque de publication, de communication des services publics, mais aussi des plus petites infrastructures comme les ASBL qui ne sont parfois pas connues. On sait de localités plus, petites. Donc voilà, donc il existe des choses et il ne faut pas avoir peur de se renseigner auprès soit des organismes compétents comme le SPF Sécurité Sociale, l'AVIC, donc l'Agence Wallonne pour une qualité de vie, que ça soit aussi des partenaires comme les administrations communales, les CPS aussi de votre localité, ou même votre mutuelle qui est là pour ça. Donc on parle évidemment du monde de la santé, mais est-ce qu'on peut dire qu'il est adapté aujourd'hui aux personnes en situation de handicap? Alors, je dirais qu'il tend à l'être, mais il ne l'est pas. D'accord ? Donc, il y a clairement un manque de moyens, de disponibilité, que ce soit pour les services d'accompagnement journalier, d'hébergement pour les enfants, pour les adultes, les services répit, les centres CRA. On est vraiment sur une liste d'attente qui est assez longue pour certains centres, parfois plusieurs années d'attente, et ce n'est pas possible. Dans les centres, on entendait plus de 10 ans d'attente pour certains Saja. Vas-y Pierre, tu veux rajouter quelque chose? Je voulais dire aussi quelque chose, c'est que j'ai fait il y a à peu près un mois une chronique sur la CSD, maintien à domicile, et je vois que c'est un univers vraiment inconnu du grand public. Y aurait-il moyen qu'il y ait plus de clarté, plus de visibilité? Ce serait une bonne chose. Merci de faire remonter la fois, Pierre. On va essayer, en tout cas. On va essayer. Donc, la CSD, oui, c'est une centrale de services d'accompagnement à domicile, comme il en existe d'autres aussi. Et donc, oui, c'est très important de souligner leur aide pour pouvoir justement faire connaître les droits et les avantages concernant cet encadrement à domicile-là. On l'a entendu dans la capsule et j'en entendais d'autres dans le public tout à l'heure parler de l'importance de pouvoir vivre seul ou d'avoir des logements supervisés. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des aides justement ou des services comme la CSD ou d'autres qui peuvent... Oui, tout à fait. Donc déjà, qui dit logement dit parfois dépendance financière. Toujours possible d'introduire donc des dossiers de reconnaissance d'handicap auprès soit donc du service fédéral ou plutôt d'un service régional comme l'AVIC, qui a la compétence pour l'APA, donc l'aide aux personnes âgées, qui est gérée par les mutuelles. Donc toujours s'adresser à la mutuelle quand on a plus de 65 ans. Quand on a entre 17 ans et 9 mois jusqu'à 64 ans, donc c'est le service public fédéral des personnes handicapées qui s'occupe des reconnaissances d'handicap. Et quand on a entre 0 et 21 ans, c'est l'AVIC, mais à travers donc les caisses d'allocation familiale qui sont compétentes pour justement évaluer le handicap chez une personne. Donc ensuite, on a l'adaptation du domicile qui est toujours possible via donc l'AVIC, encore une fois, via des interventions d'aide individuelle. Ça peut aller par exemple d'une poignée, adaptée dans la salle de bain, dans la douche, ou même véritablement un monte-escalier ou une douche aménagée complètement, selon toujours alors là des critères, de conditions de handicap. On parlait pas mal du monde du travail. Est-ce que ça, c'est une réalité que tu vois, toi, au service social, avec des personnes en situation de handicap? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui arrivent à accéder au monde du travail ou du bénévolat Alors, malheureusement, non. Ça fait partie d'une petite population de personnes en situation de handicap qui trouve un travail qui le conserve aussi dans la durée. Faut pas avoir peur d'engager des personnes en situation de handicap. C'est une belle expérience pour les employeurs et pour les personnes en situation de handicap également. Et il existe pas mal d'avantages, encore une fois chapeautés par l'AVIC, des primes à l'intégration pour l'employeur, des séances de formation pour les employeurs aussi, qui ont un petit peu cette interrogation d'engager une personne en situation de handicap. Et donc voilà, j'insiste bien sur ce point. N'ayez pas peur et faites le pas. Je sors là-dedans. J'ai commencé un contrat avec les aides de l'AVIC qui a fait 4 ans d'ici. Et je remercie Solidaris et secteur associatif de m'avoir permis de réaliser mon rêve. Merci Christine.
On parlait de transport. J'ai vu Christine très énervée avec les transports. Est-ce que toi, tu as des infos concernant les droits des personnes en situation de handicap concernant les transports? Alors, oui, quelques infos. Donc, tout d'abord, la carte de stationnement. Donc, ça, c'est une demande lorsqu'on souffre de problèmes de déplacement. Donc, on peut faire auprès donc, du SPF Sécurité Sociale, donc handicap. Et donc, ça, c'est sur, encore une fois, des critères donc, de conditions sous certains points. Et alors, on a aussi, je veux dire, tout ce qui est, j'ai entendu, transport en commun, donc les services tech ou voire la SNCB. Donc, au niveau de la SNCB, il existe un avantage qui n'est parfois pas très connu. Il est possible d'obtenir une assistance gratuite pour une personne accompagnante, un aidant, à condition que ce soit demandé 24 heures à l'avance. Toujours contacter donc le service donc, de la SNCB qui pourra au mieux vous renseigner. Au niveau du tech, là c'est toujours un petit peu plus délicat. Donc ils doivent respecter certains critères de mobilité, d'aide et d'accessibilité donc aux personnes en situation de handicap à mobilité réduite. Donc ils tendent à le faire au mieux. Maintenant, on peut toujours faire mieux. Ça, c'est toujours aussi le point d'attention sur lequel j'assiste. Et il existe également au niveau du SPF Mobilité une brochure, donc une brochure des droits des passagers qu'on peut obtenir sur mobilite.belgium.be. Toi, dans ta réalité, ton plus gros combat ou ta plus grosse réalité dans ton travail auprès des personnes en situation de handicap, ce serait je vais dire, ce serait aider à visualiser les droits et les avantages dont on peut revendiquer et je veux dire comme que ça soit une allocation d'intégration de revenus de remplacement à des avantages sociaux qui découlent d'une demande de reconnaissance de handicap et bien sûr d'un accord in fine à cette demande. Ok, une ressource pour avoir accès à l'information, c'est ça? Tu es un peu le... Aussi, oui. Vraiment plus de visibilité, plus de clarté, plus de communication sur le monde du handicap et favoriser des échanges avec des aidants, des personnes concernées comme ici aujourd'hui en situation de handicap et des partenaires travailleurs sociaux. Je pense que c'est important. Merci Sacha. J'avais peut-être une question aussi sur le fait que les gens soient au courant de ces droits. Et s'ils les activent facilement ou pas, ou si c'est compliqué pour eux d'avoir accès à ces droits en fait? Ça peut être compliqué dans un État fédéral où il y a des compétences donc au fédéral, en région et communautaire. Donc parfois on s'y perd un petit peu de qui fait quoi. C'est pour ça que je dis toujours, allez trouver le service social, de votre commune, votre CPS, votre mutuelle, osez franchir les portes et demander peut-être plus d'informations. Maintenant, il existe aussi des formats brochures, des formats, plutôt en ligne aussi, avec des capsules explicatives sur YouTube, sur les sites publics de Wallonie. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller feuilleter ou d'aller interroger les bonnes personnes. Alors peut-être justement pour activer ces droits, ça demande aussi un budget évidemment de la part des régions ou alors du fédéral, ça dépend de quel niveau de pouvoir on parle. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est aussi un public oublié justement de tout le budget qui doit être alloué pour ce genre d'aide? Oui, malheureusement, on peut toujours faire mieux, comme je l'ai dit précédemment. Le budget, c'est une autre question à mettre sur la table. Mais oui, on peut toujours faire mieux, on peut toujours promouvoir d'autres services. On est vraiment pleinement conscient que tous les services d'accompagnement sont saturés, d'hébergement, c'est pareil, c'est la même malheureusement réalité partout. Et il faut pouvoir, prendre compte tout ça et faire remonter ça au pouvoir public. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu des questions. Je ne sais pas s'il y a des réactions du public. Bonjour. Moi, ma question, en fait, je voulais vous demander, concernant, vous parlez par rapport à un emploi, vous voyez. En fait, moi, j'ai une reconnaissance qui est reconnue à 66%, donc je bénéficie du SPF. Et je voulais savoir, en fait, comment pourrais-je faire pour... dissuader l'employeur? Oui, alors, il faudrait effectivement que l'AVIC puisse permettre des rencontres avec les employeurs et les sensibiliser. Ça existe déjà, donc ils peuvent promouvoir l'accompagnement des employeurs, les sensibiliser au monde du handicap, peut-être répondre à certaines interrogations aussi, parce que c'est, encore une fois, un domaine qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Donc ça, il faut
accentuer, je vais dire, cet effet-là pour, je vais dire, démystifier le handicap et permettre la meilleure intégration de personnes en situation de handicap dans des entreprises, que ce soit des entreprises, donc des ET, entreprises de travail adaptées, ou des entreprises traditionnelles qui doivent respecter un certain quota de travailleurs. Maintenant, c'est toujours la croix et la bannière, c'est si l'employeur ne veut pas initialement d'une personne en situation de handicap, on ne peut malheureusement pas faire grand-chose. Rebonjour. Moi, en fait, je voulais poser une question. Comment est-ce que ça se fait en fait avec la reconnaissance du handicap et la verge noire? Comment est-ce qu'ils savent le revenu qu'ils doivent nous verser en fait? Parce que c'est complètement flou pour moi. Alors, donc, il existe déjà 2 allocations au niveau du SPF handicap, donc de la sécurité sociale. L'allocation de revenu de remplacement, qui est basée sur je veux dire, la capacité d'avoir son revenu en travaillant ou autre. Donc, si on ne répond pas à certains, je veux dire, si on n'est pas capable de travailler, etc. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est, je veux dire, revendicable, en fonction qui n'est pas cumulable avec certains autres revenus, où on prend en considération d'autres revenus pour permettre le calcul de l'allocation de revenu de remplacement. Et on a l'allocation d'intégration qui, elle, est calculée sur base de points. Donc, ça va de 0 à 18. Pour obtenir cette allocation d'intégration, il faut minimum 7 points. Et alors, c'est toujours un peu, je vais dire, une balance entre les revenus et le nombre de points que l'on a. Et alors, en fonction on a et une allocation d'intégration et possiblement une allocation de revenu de remplacement en plus de l'allocation d'intégration. Bon, encore une fois, c'est toujours un effet balance. Ça, si on veut plus d'infos, on peut donc soit solliciter directement l'organisme compétent ou encore une fois les CPS, un service social de l'administration communale ou les mutuelles. On peut toujours voir ça avec vous. Merci beaucoup encore une fois pour votre témoignage. Alors, on va peut-être passer la parole à Pierre et Crispin. Moi, je voulais dire qu'à propos de la mutuelle, elle a entièrement raison. S'il n'avait pas été là quand j'ai été hospitalisé plus de 6 mois, ça m'aurait coûté très cher, quoi. Oui, hein. Et en plus, ici en Belgique, on a la sécurité sociale. Et c'est une partie justement de la sécurité sociale qui est dédiée justement pour les soins médicaux. Et c'est un petit peu grâce à ça aussi, comparé à d'autres pays, on a une très très belle invention. Bien, merci à tous pour vos interventions et merci beaucoup aussi à Sacha Bouvens. Merci à vous. On va peut-être passer à la prochaine pause musicale et on retrouve Camille Yerbrough avec Take Your Praise. Voilà, vous êtes toujours avec nous sur 48 FM dans notre émission spéciale 3 du 12 pour cette journée concernant les droits des personnes en situation de handicap. Et pour continuer cette émission, eh bien, Chloé Tranfou nous a rejoint autour de la table. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors vous êtes chargée de mission au sein de la SBL Média Animation pour parler justement de médias au regard du handicap. Alors est-ce que tu pourrais nous en dire davantage sur ton projet et les missions qui sont élaborées autour de Média Animation? Oui, bien sûr. Donc, Média Animation, c'est une association d'éducation média, en effet. Et nous, en fait, on forme les adultes, on vise à développer, à avoir un esprit plus critique vis-à-vis des médias, vis-à-vis des représentations que ces médias véhiculent. Et donc, on crée des publications et des outils pour pouvoir discuter avec nos publics de ces problématiques-là. Et donc, dans le cadre de nos missions, on a pu développer un outil qui s'intitule Validisme, médias et société. Il s'agit d'une publication sur les représentations en fait des personnes en situation de handicap dans les médias. Et donc, comment est-ce qu'on représente ces personnes-là dans les séries, dans les films, à la radio peut-être, dans les publicités, dans les campagnes de sensibilisation, etc. Voilà. Et dans l'information aussi, dans les journaux. Comment est-ce qu'on en parle? Et on voulait avant tout d'abord partir des ressentis des personnes concernées. C'est pour ça que mon collègue Brieux a notamment réalisé des groupes de discussion autour de différents films, extraits
de publicité, etc., pour pouvoir voir ce que les personnes concernées en pensaient en fait de ces médias et de voir un peu où sont les problématiques, quand est-ce que c'est problématique, quand est-ce qu'il y a quels stéréotypes reviennent toujours, comment est-ce qu'on peut innover dans les représentations des personnes en situation de handicap, quoi. Chouette travail, on peut le trouver sur Internet. Hein, c'est ça, absolument. Donc, vous pouvez retrouver l'outil sur le site de Média Animation, media-animation.be. Et donc, il est téléchargeable et en version accessible aussi. Super. Et avec SNK et Droit de Parole, on a fait un peu le même exercice sur différentes institutions et services de la province de Liège. Je vous propose qu'on écoute une nouvelle capsule sonore compilant la vie des personnes en situation de handicap concernant les médias. C'est parti. Vous avez une image autour des médias. J'aimerais bien que vous me la décriviez et que vous me disiez pourquoi vous l'avez choisie. Moi, j'ai pris la musique. Ouais. Parce que je chante beaucoup. Ouais. Et je chante, je ne sais pas si vous connaissez, sur une application, Star Maker. C'est quoi? Vas-y, explique-nous. En fait, c'est une application et tu mets tes écouteurs ou ton casque. Et en fait, c'est une application avec beaucoup de musique gratuite. Et tu as l'instrumental qui défile et tu as même les paroles qui défilent. Et tu n'es même pas obligé de te montrer. Ok, c'est comme un truc de karaoké, quoi. Voilà. Et le casque et tes écouteurs, ce sont ton micro. Oh, c'est ça. Ok, c'est chouette ça. Et tu enregistres, et est-ce que tu mets ça sur Internet ou c'est juste pour jouer comme ça chez toi? Des fois, quand j'ai bien fait, je le mets sur TikTok. Ok, sur TikTok. Oui. Avec une vidéo alors? Oui. Ok, et ça fait quoi de le mettre sur TikTok? J'aime bien parce que en plus il y a des gens qui aiment et tout ça, donc. Ok, le fait de pouvoir être vu et des gens on voit qui aiment notre page, ça fait plaisir. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram? Moi, j'ai tout le monde. Ouais, et tu fais quoi avec les réseaux sociaux? Je regarde parfois dans Facebook, voir la Star Academy. Oui, les vidéos de la Star Academy. Et tu as un profil à toi? J'ai un profil pour moi, mais parfois il y a des changements. Ah, tu as mal utilisé les réseaux sociaux, ce qui t'a amené à faire des bêtises et donc on t'a dit qu'il faut faire attention. Ouais. Tu as parlé à des inconnus que tu connaissais pas? Ouais. Oui, et ça t'a amené dans l'embarras, ça? Ouais. Ils t'ont demandé de l'argent? Oui, mon carte d'identité, numéro de téléphone. Ah oui. C'est un peu appétant. Moi, j'aime bien avoir mon Facebook quand je vais avoir mon groupe de l'école. Et comment tu fais pour plus tomber dans ces histoires, ces bêtises maintenant? Il y a je ne le ferai plus. Ouais. Il y a des gens qui t'ont expliqué comment faire ou mes parents. C'est tes parents? Et quand tu vas sur Facebook, tu leur demandes? Avec, je sais pas mon papa, mais avec maman. Oui. C'est ta maman qui je peux pas le faire. Voilà. Merci Marion. D'autres qui veulent nous parler de leur image? Samuel, vas-y. Qu'as-tu choisi? J'ai choisi les médias et les journaux. Ouais. Parce que des fois, ceux qui mettent, c'est pas la vérité. Ok. Et alors, comment tu fais pour t'y retrouver dans tout ça, toi? Mais je vais voir dans des sources bien précises. Ouais. Et tu as des sources comme ça que tu peux nous citer pour qu'on s'y retrouve? Ou des journaux que tu préfères aller voir, justement, où tu te Le dis... Sud Presse, tout ça. Ok. Et le journal, tu vas le voir... T'achètes le magazine ou tu vas voir sur Internet? Sur Internet. Sur Internet? Ok. Et c'est quoi qui te dit des fois c'est pas la vérité? T'as déjà rencontré ça où? Mais j'ai l'impression que ceux qui mettent des fois les médias, ils agrandissent, on va dire. Ok. Au lieu de bien préciser. Ok. Ils font une généralité? Voilà, oui. Ok. Au lieu de bien préciser, vous êtes d'accord vous avec ça? Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et vous regardez aussi les médias, les journaux sur Internet? Non, moi pas. Donc l'information, vous l'avez plus sur les réseaux sociaux? Oui. Tiens, il s'est passé ça à tel endroit. Vous suivez des chaînes en particulier d'infos sur les réseaux sociaux?
Moi, je ne sais pas, donc... Non. Ça m'intéresse pas plus que ça, les infos. C'est quand vous défilez, vous voyez Ouais, peut-être voilà, une image, ça- c'est pas une chaîne que vous suivez en Voilà, c'est ça, particulier. je défile, Moi, en il y a le fait. téléjournal tous les soirs pour m'informer. À la télé? Ouais. Ok. Donc toi, tu regardes le journal à la télé, sur le smartphone et à la radio aussi. Ouais. T'es multimédia pour les informations, Ouais, toi. j'écoute un petit peu de tout. Et est-ce qu'ils disent la même chose ou est-ce que tu vois des différences? Et des fois, il y a des différences, ça se contredit. Comment vous faites pour vous y retrouver alors? Moi, je sais pas, je regarde pas les infos. Voilà, donc on regarde pas comme ça. Et toi, Samuel, comment tu fais alors? Mais j'essaie de regarder dans plusieurs endroits différents. Voilà. Ouais. Ça, c'est une bonne idée, c'est vrai. On appelle ça multiplier les sources, Ouais, comme c'est ça, ça. plus on a d'infos, plus on a de chances que ce soit vrai. Et d'avoir des sources de qualité aussi, comme tu disais, des journaux reconnus, etc. Ouais. Ok. Qui regarde ou lit la presse, le journal télévisé? Je vois tout le monde qui monte Grégory du doigt. Vas-y, prends le micro, Grégory, c'est à ton tour de nous parler. Ouais. T'es expert en quoi? Raconte-nous. Moi, je suis expert en rien du tout. Mais tu regardes beaucoup le journal? T'aimes bien t'informer? C'est vrai que je regarde beaucoup le journal. Ça, Ouais. c'est vrai. À la télé? Oui, à la télé. Il y a personne qui regarde le journal. En fait, tout le monde se tourne vers Grégory pour avoir l'actualité. Grégory, qu'est-ce qu'il y a de beau cette semaine dans le monde? Et c'est toi qui fais le traducteur ou le chroniqueur, c'est ça? Non, mais c'est-à-dire qu'au journal parlé, on raconte ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et Ouais. toujours, on est dans... Chaque fois qu'on ouvre la page de actualité, chaque fois, c'est épouvantable. Ah. Il n'y a pas une chose gay. Ok. Si vous avez remarqué, il n'y a pas une chose gay dans le journal. C'est quand même abondant. C'est vraiment... Il n'y a que du négatif là-dedans. Et ça, tu voudrais que ce soit fait autrement? Ou... Ouais, tu voudrais quoi de différent? Un peu plus de gaieté. Un peu plus d'informations positives et de choses gaies. Et toi, Marion, tu disais t'aimes pas regarder les informations. Non, pas du tout. Je n'ai pas trop le journal, mais parfois j'aime bien, parfois quand je comprends pas, quand je regarde jamais. Tu comprends pas et tu me disais tantôt c'est trop négatif, c'est ça? Trop négatif. Est-ce que t'aimerais bien qu'il y ait un journal télévisé où ce soit plus facile à comprendre pour toi? Est-ce que ça, tu le regarderais? S'il y avait des journaux qui expliquaient plus facilement. Le journal des enfants? Le journal des Et enfants. ça te va? Tu regardes? Je regarde de temps en temps quand ça me parle pour moi, quand mes élèves sur la terre, quand c'est le film quotidien pour moi, quand c'est important pour moi, Ok. surtout les trisomiques. Pour tous les trisomiques, le journal des enfants, c'est pratique? Ouais. Ok. Ça, c'est une bonne info. T'avais une deuxième image, toi, Max? Oui, c'est un rapport avec les réseaux sociaux. Ouais. Ceux qui savent bien gérer les réseaux, ça c'est bien. Par contre, ceux qui font n'importe quoi sur les réseaux, comme Mallory avait dit, le harcèlement ou la publication de publier des contenus illégaux, ça aussi c'est injuste. C'est vraiment des choses qu'il faut faire très attention à publier d'une personne à l'autre qui n'a pas envie d'avoir quelque chose sur les réseaux. Qu'une personne, on a eu un amoureux, qu'après, quand il y a eu des menaces, on publie tout ce qu'on a fait sur elle sur les réseaux. Ça, je n'accepte pas. Et une dernière chose aussi, c'est je ne comprends pas les mamans de donner leur téléphone à des petits de 12 ans ou de 9 ans ou de 10 ans, n'importe quel âge de plus bas, qui sont à regarder des contenus réseau ou soit YouTube. Je suis quand même choqué, moi. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas de voir une maman qui donne un téléphone à une petite fille qui a 10 ans ou 9 ans. Voilà. Justement, est-ce que on vous a appris à utiliser les réseaux sociaux? Non. Moi, je l'ai appris toute seule. Toute seule? Tout seul aussi, toi? Tout seul. Ouais. Mes parents. C'est tes parents qui t'ont appris? Est-ce que vous auriez aimé qu'on vous apprenne, voilà, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comment les utiliser pour être en sécurité ou pas mettre en danger d'autres personnes? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous auriez aimé avoir? Ouais. Ouais. Quelqu'un d'autre veut expliquer son image? Vas-y, Kevin.
J'ai pris YouTube et Netflix. Et je sais pourquoi j'ai pris YouTube, c'est parce qu'en fait j'ai 2 chaînes YouTube. À toi? Oui, je fais des mashups avec Lady Gaga, Disney et tout en fait. C'est quoi ça? C'est des mélanges de musique en fait. Ok. Donc voilà, j'ai déjà beaucoup de vues dessus, donc Ok, voilà. tu crées du contenu sur Oui, voilà. YouTube, toi. Ouais. D'accord. Oui. Ah, J'ai et fait par moi-même, je ne sais pas avec l'aide de quelqu'un d'autre. t'as appris tout seul? Oui, je me suis demandé comment il fallait faire, j'ai fait des recherches et tout, puis j'ai réussi à le faire, donc voilà. Et c'est quoi que t'aimes bien là-dedans? Ouais, se faire le mélange de musique qu'on trouve pas habituellement sur YouTube, donc voilà. Et d'avoir des vues aussi? Ouais, des vues, des commentaires, enfin voilà. Moi, j'ai dit Netflix, mais moi, c'est plus Disney+, parce que Netflix, j'ai plus le contenu. On a eu un problème de connexion. Donc, j'ai Disney+, et moi, c'est plus pour les séries que je regarde. C'est pas les films, c'est juste les séries, moi. Ok, plus les séries. Oui. Et est-ce que tu regardes la télé classique ou c'est plus vraiment via les chaînes, les plateformes comme C'est les Netflix? plateformes, en fait. Ok, et pourquoi Ouais. plus les plateformes et pas la télé? Parce que à la télé, par exemple, sur Disney+, tu peux revoir les épisodes, tandis qu'à la télé, tu sais pas, à part si tu enregistres, mais Ok. voilà. Beaucoup jouent à des jeux sur tablette, ordinateur, GSM. Rarement, pas tout le temps, moi. Pas tout le C'est temps. pas un jeu, moi. Toi, non. Et d'autres qui jouent aux jeux vidéo? Ouais, moi. Je Toi, joue sur quoi tu joues? sur la PS4. Sur la PS4? Ouais. Et tu regardes alors sur ton téléphone ou Ouais, quoi? pour Quel savoir, jeu? pour savoir quel jeu qui va sortir, comme ça je sais. Ok. Et après, tu le demandes. Ouais, je demande le prix pour savoir, pour pas me tromper. Sur la D'autres qui jouent aux jeux vidéo? Moi, c'est à la tablette, moi. Sur la tablette, tu joues à quoi? Il y a le jeu de bowling aussi. Et... Le bowling, bon. Ok. Et toi, Lola? J'ai des jeux sur mon téléphone que je télécharge avec Google Play. Avec Google Play, c'est toi qui décides, tiens, j'ai envie de ce jeu-là, je le télécharge. Oui, mais il y a des jeux parfois avec des chiffres. C'est payant? Ouais. Oui, alors tu fais attention qu'il soit gratuit, c'est ça? Ok. Moi, j'ai une question à vous poser. Qui utilise un GSM, un smartphone, et pourquoi faire? Moi, j'ai mon GSM. Bah vas-y, Morin, prends le micro et explique-nous. Alors, c'est pour parler dedans. Est-ce que tu utilises Internet? Dans le GSM, oui. Pour faire quoi, par exemple? Pour regarder les voitures. J'utilise Google, hein. Moi, je suis beaucoup sur Google. Tu fais des recherches sur Google? J'aime bien, ouais. Tu tapes, t'écris ce que tu cherches? J'écris ce que je veux voir, voilà. Ok, pour rechercher de l'information? C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez évoquer sur les réseaux ou sur les médias qu'on n'a pas parlé au travers des images? Non. Non? Non. Ok. Bah merci pour votre partage. Et bien après tout ce témoignage, je me retourne vers Pierre et Christine. Alors, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est de voir quelle est la place des médias dans votre vie actuellement. Moi, c'est très, très important. Parce que déjà, dès mon plus jeune âge, je m'étais dit, ce n'est pas parce que j'ai un léger retard mental que je ne peux pas justement m'instruire avec les médias, quoi. Et tu te renseignes sur quels médias Aussi bien dans les journaux télévisés que dans la presse. La radio aussi, oui. Peut-être Oui. 48 FM. Ouais, oui. Et toi, Pierre, c'est quoi ta situation par rapport à ça? Moi, je trouve que c'est important de s'informer et de se divertir, que ce soit via la télévision, la radio et YouTube, par exemple. Et c'est quelque chose qui est important pour toi, l'accès à l'information? Ah, bien sûr. Et comment est-ce que tu considères l'accessibilité de l'information à des personnes en situation de handicap? Des fois, je trouve qu'ils parlent trop vite, avec un langage parfois qu'on se demande à qui ils parlent. Mais il faut vraiment, pour certaines choses, l'information passe tout seul, mais quand c'est des sujets plus compliqués,
si on ne s'y connaît pas un peu soi-même de manière autodidacte, on ne comprend rien, quoi. Donc c'est pas forcément adapté parfois. Non. Donc peut-être une revendication à faire à ce niveau-là. Là, je vais passer le micro à Morgane. Oui, je me retourne vers Chloé. Après cette capsule sonore, on a vu beaucoup de moyens d'utiliser les réseaux. On a partiellement parlé aussi de la représentation des personnes en situation de handicap dans le monde médiatique et culturel. On a vu que c'était pas forcément toujours le cas. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus ou un retour général sur cette capsule? Oui, déjà c'est assez frappant de voir à quel point les médias, comme tu le disais, sont importants dans nos vies, à tout le monde, et qui sont consommés par tout le monde aussi. Par contre, les médias majoritairement actuellement, en tout cas, les médias publics notamment, s'adressent à un public qu'ils supposent comme étant un public valide. Et ça, c'est un gros souci, en fait, parce que d'une part, ils remplissent, même s'ils remplissent leur engagement en termes d'accessibilité, je veux dire, légalement, ils sont obligés, par exemple, à la RTBF, de faire de l'audiodescription ou des sous-titres à un certain point, et donc de rendre accessibles des contenus, notamment pour les personnes malvoyantes, mais on voit bien, comme Pierre, tu le disais juste avant, que ils ne font pas attention tout le temps à rendre accessibles tous les contenus et donc à rendre compréhensibles les informations plus compliquées, etc. Et donc c'est pour moi quelque chose d'assez prégnant aujourd'hui, que le public des médias supposés est pas forcément inclusif vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Donc on voit que les personnes ne sont pas pensées comme étant le public destinataire qui devrait être, et d'autre part que les personnes en situation de handicap ne sont pas beaucoup présentes non plus dans les médias, à l'écran, sur les plateaux télé. On leur donne pas beaucoup la parole. Et là, il y a des chiffres qui le montrent. C'est des chiffres du CSA. Donc le CSA, pendant une semaine, va regarder tous les médias et va comptabiliser combien de personnes en situation de handicap sont reconnaissables à l'écran. Et bien là, tenez-vous bien, il y a 0,47% de personnes en situation de handicap dans ce baromètre. Et donc c'est plus que très peu, c'est presque personne en fait. Et ça, c'est assez interpellant quand on sait que ça correspond pas du tout, en fait, au nombre de personnes en situation de handicap qu'il y a réellement dans la population belge. Et donc voilà, il y a un grand écart et donc une invisibilisation de ces réalités-là dans les médias. Je pense que Pierre veut réagir justement. Et moi, je voulais dire que deux choses. D'abord, quand tu parles de handicap dans les médias, s'il n'y avait pas Cap 48, le Téléthon et le Télévie, on aurait encore moins. Absolument, oui. Et une deuxième chose, je voulais dire quelque chose de très important, et merci à 48 FM, de nous avoir expliqué ce qu'étaient les médias et faire comprendre, nous expliquer comment d'abord faire sa propre chronique et comment interpréter les médias. Je trouve que c'est une formation vraiment géniale. Oui, et je voulais revenir aussi par rapport au manque de représentativité. C'est quoi l'impact négatif que ça pourrait avoir justement ? Les conséquences, je pense que vous pourriez en parler. Le public est ici présent peut aussi en parler, mais on peut se poser ici et voir que les conséquences, c'est de ne pas se voir raconter dans les films, dans les séries, ne pas se voir informer de façon adéquate ou informer même sur les sujets qui concernent le handicap dans les médias en général. Ça a un impact sur un sentiment de légitimité en fait dans la société, de se dire tiens, si je suis pas représentée, j'ai moins de légitimité à demander des aides par exemple, ou à m'exprimer quand la possibilité m'est donnée de m'exprimer. Et là on rejoint ici le travail important des médias et des radios par exemple, de donner la parole aux personnes concernées. Ça c'est vraiment central, quoi.
Je feuilletais un peu justement l'outil dont tu nous parlais tantôt concernant justement la représentativité des personnes en situation de handicap. Et si j'ai bien compris, ça montrait aussi qu'on ne montrait pas forcément la réalité et tous les types de handicap ou tout vraiment le vécu général, qu'on est souvent soit des personnes extraordinaires ou alors avec d'énormes difficultés où on est fort à plaindre et qu'il n'y a pas en fait le quotidien des personnes en général. Ça c'est Oui, donc dans les groupes qu'on a interrogés à ce sujet, les personnes en situation de handicap disaient en effet que, par exemple au cinéma, on montrait beaucoup de personnes en situation de handicap de mobilité. Et donc des personnes, quand on sait que 80% des handicaps dans le monde sont des handicaps invisibles, qui ne se voient pas à l'œil nu, c'est assez interpellant de se dire que énormément de personnes en situation de handicap en fait ne sont pas à l'écran parce que la majorité de celles qu'on voit à l'écran ont des handicaps moteurs. Et donc là, c'est une double invisibilisation, on va dire, en effet, des personnes qui ont un handicap dit invisible, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc il y a ça d'une part. Et donc, oui, dans les médias, souvent, on va le peu de personnes qu'on représente, c'est souvent lors des semaines où il y a Cap 48, ou en France c'est le Téléthon, et c'est vraiment essentiellement dans ces événements-là, qui sont des spectacles de charité en fait, où on voit des personnes en situation de handicap. Il faut se dire que pour le tout public, c'est le seul moment de l'année où on en parle et qu'en dehors, on a du mal, les journalistes ont du mal à en parler, à en faire un sujet, et à mettre les préoccupations des personnes concernées au centre en fait de la vie de notre société. Et c'est un peu dommage déjà que ce soit juste à ce moment-là qu'on en parle et pas à tous les autres moments de l'année, puisque vous êtes active et présent dans notre société à tous les moments de l'année aussi, et ce serait bien de le voir plus souvent. Et dans d'autres contextes que dans un spectacle de charité aussi, puisque souvent dans les spectacles de charité, on donne la parole aux personnes en situation de handicap, mais avec l'objectif de rendre le public, de faire en sorte que le public ait pitié et pour donner de l'argent. Puisque le but de ces spectacles, c'est de rassembler de l'argent pour pouvoir venir en aide aux associations de terrain, notamment, qui travaillent avec les personnes en situation de handicap. Ça révèle aussi, évidemment, un souci de moyens qu'on donne, en fait, aux associations, puisque pourquoi compter sur un spectacle de charité quand ce sont normalement les organismes publics qui devraient donner de l'argent pour soutenir toutes ces actions-là. Je vois Christine qui hoche la tête, je vois dans le public des pouces levés. Je vois plein de pouces, merci. C'est ça, j'ai vu beaucoup de hochements de tête. Moi, ça me fait penser ce que tu dis aussi à le handicap. On va souvent mettre le handicap avant la personne en avant. Et si on voit quelqu'un en situation de handicap à la télé, c'est pour parler de son handicap et c'est pas pour parler peut-être d'autres choses où il peut être tout à fait légitime et expert dans d'autres domaines, et que ça pourrait aussi évoluer. Je vois Christine encore qui hoche de la tête. Si tu veux rajouter quelque chose, Christine, tu peux y aller. Oui, exactement, parce que beaucoup de personnes me voient avec mon handicap, mais je suis une personne avec mes envies, mes défis, mes propres défis. Et c'est pour ça qu'au départ, je ne voulais pas travailler en institution, que je voulais travailler dans l'enseignement, dans le milieu ordinaire, quoi. Parce que j'ai mes propres capacités, malgré mon handicap, quoi. Et moi, ce que je trouve souvent, c'est qu'on nous dit, comme Christine ou moi, qu'on est des gens formidables parce qu'on travaille, on aide la société, etc. Mais pour moi, c'est tout à fait naturel. Et ça, les gens ne le comprennent pas, et que pour moi, peut-être que j'ai un mérite intérieur, mais c'est ma vie et je le fais parce que je le souhaite pour faire avancer les choses, c'est pas pour me faire remarquer, quoi.
Oui, c'est très intéressant ce que vous dites là, en effet, parce que ça renvoie en fait à une image ou un discours qu'on a souvent dans les médias, qui est de dire ah regardez cette personne, elle est exceptionnelle. On dit souvent, elle, entre guillemets, elle a surmonté son handicap, elle a su dépasser ses difficultés pour parvenir à. Et là, c'est parvenir à monter l'Everest, par exemple, ou parvenir à faire 2000 km en vélo, ou parvenir à avoir un travail. Donc, on rend extraordinaire des personnes pour faire quoi, en fait? Et ça, c'est la question. En général, les journalistes font ça pour donner ce qu'ils appellent une leçon de vie à des personnes valides. Et pour que les personnes valides soient inspirées par le parcours rendu tragique de d'autres personnes, quoi. C'est ce que Stella Young, qui est une militante pour les personnes en situation de handicap, elle a appelé ça l'inspiration porn, le porno d'inspiration. C'est pour en fait c'est le fait de rendre exceptionnelle une personne en situation de handicap dans les médias pour inspirer les personnes valides. Et ça met une pression énorme, en fait, sur tout le monde. Parce que, du coup, ça veut dire que si ces personnes-là peuvent y arriver, tout le monde peut y arriver aussi. Et si on n'a pas de boulot, même en tant que personne valide, c'est juste une question de volonté. Et donc voilà, c'est un discours qui est problématique à plusieurs égards et qui, je l'entends bien ici, par exemple, ça n'a pas lieu d'être. C'est juste une situation de fait, quoi. Oui, les personnes en situation de handicap travaillent et ça doit pas être quelque chose d'exceptionnel, ça doit être quelque chose de normal, banal. Et moi, j'en reviens au fait est-ce que vous avez vu des personnes en situation de handicap dans les médias qui vous a dit tiens, ça colle à ma réalité, je peux m'identifier à cette personne? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas? Il y a des bons exemples aussi, hein, oui. Ouais. Ou justement, on en revient avec cette question de tiens, en fait, elle est juste extraordinaire, j'arriverai jamais à atteindre ce niveau, ou on essaye vraiment de. Oui, vas-y, Pierre. Moi, il y a un humoriste que j'apprécie qui a eu malheureusement un grave accident, c'est Mike, qu'on voit sur RTL. Et lui, il est resté humoriste malgré son accident, et il n'a pas changé, quoi. Mm-hmm. À part qu'il est en voiturette aujourd'hui, mais c'est resté le même homme, quoi. Donc, c'est des personnes sur lesquelles tu as pu... Ah oui, parce que c'est pas un sur-personnage, c'est resté Mike, quoi. Moi, c'est Grand Corps Malade, franchement, parce que quand je l'entends avec la facilité qu'il a eu pour rebondir, franchement, chapeau. Peut-être voir dans le public, est-ce que la notion de média, est-ce qu'il y a des questions à poser à Chloé? Moi, je connais quand même des personnes qui sont en situation d'handicap et qui se débrouillent super bien. Mais moi, franchement, ce que j'ai vu, ce qu'ils ont fait un beau film il y a pas longtemps sur les personnes en situation d'handicap, c'est un petit truc en plus. Vraiment, il y a pas longtemps au cinéma, j'en ai pleuré parce que je me suis dit, punaise, il y en a qui veulent s'en sortir, mais qui n'y arrivent pas avec leur handicap et tout ça. Et franchement, j'en ai pleuré parce que c'est vraiment un beau film, ce film-là. Moi, je suis une personne en situation de handicap et je pense que je suis pas l'exemple, mais je suis un des exemples qui prouvent qu'on peut travailler même dans des métiers qui sont pas spécialement considérés pour les personnes en situation de handicap. Voilà, moi, j'ai travaillé dans une ferme pendant 1 an et demi, et ça a été le meilleur travail que j'ai fait parce qu'on est au contact des animaux. On peut vraiment faire les choses. J'ai traité les vaches, j'ai nourri les veaux, j'ai vu des vélages. Franchement, c'était génial. Et ce qui m'a surtout plu, c'était conduire les machines, en fait. Donc voilà, chose que je pensais jamais pouvoir faire. Parce que j'ai pas mon permis voiture et je conduisais quand même le tracteur, avec mon patron, mais je le conduisais sur la route et dans les champs. Et donc ça, c'était vraiment génial. Et du coup, dire que oui,
les personnes en situation de handicap peuvent travailler et sont... Enfin, moi, j'aimerais bien qu'on voit les personnes en situation de handicap comme des personnes avant tout et pas comme un handicap. Comme Chloé disait, moi, je préfère qu'on me voit comme une personne avant qu'on me voit comme un handicap, quoi. Oui, je suis dyspraxique, oui, je suis dyscalculique, dysorthographique, dites tout ce que vous voulez, je suis handicapée. Si on s'arrête à ça, on se dit, oui, elle vaut rien, alors que pas du tout. Enfin, les personnes qui y a derrière les personnes handicapées sont souvent plus belles de l'intérieur et même beaucoup plus intelligentes, entre guillemets, que les personnes ordinaires, parce qu'on a mis plus de temps à faire notre vie, à avoir notre quotidien, etc. On se bat presque tous les jours et ça, c'est franchement, c'est bien et c'est beau. Merci beaucoup. Ouais, bonjour, moi je voulais vous demander, en fait, j'ai pas très bien compris, en fait, comme vous disiez, le moment invisible par rapport à l'handicap. En fait, moi, comme j'ai dit tantôt, je suis reconnu à 160% aussi et, comment je veux dire ça, depuis ma tendre enfance jusqu'à maintenant, comme on dit, j'en ai bavé, quoi. Et ce que je veux dire, c'est que je comprends pas, moi, vraiment, je trouve qu'il devrait avoir plus de trucs. Comment je veux dire ça, des réunions avec des personnes qui ont un handicap qui est reconnu. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y ait plus de manifestations, quoi. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que chaque fois, quand on voit une personne directement, on la pointe du doigt. Et ça, je trouve ça vraiment lamentable, quoi. Comme on dit, mais même le mot handicapé, normalement, on ne peut plus le dire. Je ne sais plus comment on dit très bien, mais je veux dire que on est mal vu, quoi. On est mal vu. Et voilà, quoi. Et moi, ici, voilà, comme j'ai dit, comme je disais tantôt, c'est un handicap, mais ça ne se voit pas. Il est invisible. Mais voilà, je vis ça au quotidien et je veux dire que c'est vraiment compliqué, quoi. C'est vraiment très compliqué. Et comme on dit, j'ai presque 45 ans, j'aurai 45 ans l'année prochaine, mais malgré ça, je me bats tous les jours, quoi. Et au quotidien, donc voilà, quoi. Tout simplement. Mais en tout cas, merci de votre témoignage, en tout cas. C'était bien. Merci. Merci à toi. Une dernière remarque? Donc, moi, c'est comme Michel disait, voilà, ça fait, lui, ça va faire 45 ans de sa vie qu'il se bat, moi, ça va en faire 24. Et du coup, on se bat pour être avant tout des personnes, pour s'en sortir dans la vie, etc. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de gens ouverts au handicap, qu'il n'y ait pas plus de gens qui fassent des... Enfin, je dis pas que les manifestations qui font ne servent à rien, ça sert sûrement à quelque chose. Mais par exemple, les manifestations pour les handicapés, avec les handicapés, etc., il n'y en a pas. Ou alors, je les connais pas. Mais du coup, moi, ça me met hors de moi quand on dit cette personne-là, elle est handicapée et elle vaut rien. Faut te dire aussi que ici, on a drôlement avancé dans la mentalité parce que mes parents me disaient dans les années 50, 60, au cachet, justement, les personnes, les enfants en situation de handicap, on les cachait. Oui, effectivement, moi j'ai été cachée aussi au début quand j'étais petite. Et après, c'est en secondaire, justement, quand je suis allée à l'IPES de Micheroux, que là, je me suis ouverte au monde et que j'ai vu que j'étais pas toute seule, que ça m'a aidée, quoi. Mais sinon, oui, on le voit souvent comme un handicap, même si j'aime pas ce mot-là. Ça devrait être interdit que les gens disent le mot handicapé, parce que moi, c'est un mot qui me fait mal, qui me blesse, quoi. Enfin, je ne suis pas un handicap. Je suis Eva avant d'être la dyspraxie, avant d'être la trisomie, avant d'être tout ce qu'il y a comme handicap. Je suis d'abord une personne. J'ai un prénom. Enfin, je suis constituée comme tout le monde normalement. Et voilà. Et pour passer à la télé, dans les médias, je trouve que il n'y a pas besoin d'avoir une jambe coupée, il n'y a pas besoin d'être en fauteuil roulant, il n'y a pas besoin d'avoir tout ça pour pouvoir... voilà. Les handicaps invisibles peuvent aussi passer aux médias. C'est ce que je trouve ce qui est le plus logique.
Parce que des handicaps invisibles, bah, ici dans la pièce, je pense qu'il y en a quand même beaucoup. Et voilà quoi. Merci. Est-ce que toi, tu veux rebondir, Chloé, par rapport... Parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup des stéréotypes et... Je sais pas si... Non, c'est absolument intéressant et vous relevez évidemment des choses centrales, quoi. En effet, dans les médias, souvent, les journalistes, lorsqu'ils parlent de handicap, en effet, présentent des personnes par leur handicap et c'est assez problématique. Et aussi, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans les interviews des athlètes paralympiques, par exemple, où on va beaucoup commenter leur vie, leur parcours médical même, en allant peut-être parfois même sur des sujets qui sont assez intimes, en fait. Qui on est pour demander à quelqu'un son histoire médicale. C'est un peu indiscret, en fait, ce genre de questions. Et donc, ils vont aller là-dessus et beaucoup moins sur commenter les performances sportives des sportifs, en fait, qui sont. Et donc oui, ça c'est un exemple, par exemple, vous me faisiez penser à cet exemple-là, qu'on présente souvent, en effet, les personnes en situation de handicap par leur handicap, alors qu'elles ont d'autres expertises aussi. Ce sont des personnes qui ont aussi leur mot à dire sur la société, sur comment elle tourne ou comment elle tourne mal. Et c'est ça qui est intéressant de voir aussi, quoi. Donc, quelles sont les aspirations de vous en tant que personne, avant tout? Une dernière remarque? Surtout les personnes en situation de handicap, donc qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, etc. Moi, je me vois je suis handicapée, mais j'ai de l'aide autour de moi. Donc moi, je suis à l'Ancre, en fait. C'est un centre de jour à Oupeye. Et du coup, là, ça m'aide beaucoup. J'y vais 3 jours par semaine. Et franchement, si j'étais pas là, je sais pas où je serais. Moi, il y a juste une chose aussi que je voulais parler aussi depuis un handicap pour les athlètes ou pour les paralympiques. Vous m'avez un peu parlé de ça. Moi, j'ai déjà parlé avec mes parents. Moi, j'essaie de trouver un moyen parce que je veux participer pour les paralympiques, pour passer à la télé, pour être dans les sports et tout. Parce que moi, je m'entraîne tout le temps en équitation. Je voudrais être au niveau mondial, je voudrais et tout. Mais moi, depuis un certain temps, je me sens un peu aussi à l'abandon. Parce que moi, j'ai déjà pleuré. Je sens que j'ai toujours été au-dessus. Et il y a un jour, j'ai dit toujours à mes parents, je voudrais aller décrocher une médaille d'or pour présenter la Belgique aux Paralympiques avec l'équitation. Mais pour moi, je suis un peu triste, voilà. Parce que pour moi, j'ai jamais fait mon rêve, j'ai jamais été à mes bouts de mon chemin. J'étais toujours vers le bas et j'ai besoin d'une fois d'y croire en moi, d'aller décrocher une médaille d'or avec mon cheval en dressage en Paralympique. Ce serait mon rêve, voilà. C'était juste pour vous dire ça. Merci, c'est un beau rêve. Un dernier truc, moi, un dernier, parce que... C'est le dernier, ça va. Voilà. Moi, c'est pas méchamment, parce que moi... comment expliquer? Parce que moi, comment expliquer? Moi, en fait, je suis quelqu'un qui n'accepte pas mon handicap. Je suis quelqu'un qui n'accepte pas mon handicap. Pourtant, j'ai un handicap, je sais ce que je vaux, j'ai des valeurs, j'ai des capacités, j'ai tout. J'ai aussi mes défauts. Parce que tout le monde a des défauts dans la vie. Mais moi, vu qu'on m'a beaucoup rabaissé dans la vie, je n'accepte pas mon handicap. Et je me renferme sur moi et j'en pleure tous les jours parce que je me dis, punaise, je vois les gens qui sont dans le bus et qui savent s'exprimer, qui savent dire les choses. Mais moi, c'est juste que je n'accepte pas mon handicap et je n'accepterai jamais mon handicap parce que voilà, je suis née comme ça, mais je sais que je n'accepterai jamais mon handicap. Je le sais plus fort que moi. Voilà. Merci. Merci pour vos témoignages super touchants. Chloé, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou...
Non, c'était assez touchant et merci en tout cas d'avoir partagé vos réflexions, vos aspirations. Merci en tout cas de ta venue et de ton expertise. C'était très intéressant ce que tu nous as évoqué et ça a amené plein de discussions. Christine, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voudrais d'abord vous remercier aussi bien SNK que 48 FM parce que justement d'avoir créé ce projet-là, Radio Papote, parce que ça m'aide fameusement pour ma prise de parole et aussi dans mon quotidien. Merci beaucoup à vous. Merci à toi de venir t'exprimer. Moi également, un grand merci à SNK de tout ce que vous m'avez apporté. Et j'ai la chance de vous rendre l'appareil. Et merci à 48 FM pour tous ces beaux projets et la confiance que vous avez en nous qui sommes des personnes différentes mais qui avons beaucoup de valeur aussi. Je pense que c'est un mot qu'on peut retenir, de vous donner la parole. Je pense que c'est essentiel. C'est vous qui avez l'expertise pour et qui savez défendre vos droits mieux que personne. Et donc, c'est un réel plaisir de vous avoir autour de la table et de vous faire entendre auprès de la société. Je crois que c'est essentiel. Donc, un tout grand merci aussi bien au public qu'aux invités qui sont venus aujourd'hui. Merci à vous deux. Je sais qu'il y a peut-être quelques questions pour lesquelles on n'a pas encore eu de réponse. J'ai une collègue à la nationale qui était d'accord pour qu'on l'appelle afin de clôturer cette émission. Je vous propose qu'on essaye d'appeler Bonjour Manon, Manon c'est Proust, Pauline Minet de 48 FM. Bonjour Manon, voilà, on vous appelle parce que en fait, on te contacte après notre petite émission qu'on vient de faire sur la visibilité des personnes en situation de handicap. Alors, voilà, en fait, la première question, c'était peut-être de parler un peu de ton travail chez SNK à Bruxelles. Oui, tout à fait. Bien, moi, je suis coordinatrice des SNK à Bruxelles, au secrétariat général. Et mon travail au quotidien, c'est de militer pour défendre les droits des personnes en situation de handicap, de maladies graves, chroniques et invalidantes. Et au quotidien, avec mon équipe, eh bien, ça se fait par une pluralité de manières et de projets. On a des collègues assistantes sociales, j'ai des collègues qui rédigent des études pour mieux comprendre ce qui se passe dans la société avec le handicap. J'ai des collègues qui sont experts en accessibilité. Et au quotidien, on a aussi de nombreux outils de communication. Tout est fait pour essayer d'améliorer les droits des personnes en situation de handicap. Oui, donc on est vraiment sur un très large panel pour les personnes en situation de handicap. Oui, surtout que nous, chez SNK, on essaye de défendre une vision vraiment très large du public concerné parce qu'on parle des personnes en situation de handicap, mais aussi des personnes qui ont des maladies graves, chroniques ou invalidantes. Donc, ça concerne en fait vraiment un large panel de la population, ainsi que les proches et les aidants, notamment dans les familles. On a abordé plein de sujets, notamment autour des médias, de la vision des personnes en situation de handicap dans la société, de ce souci d'inclusion. Il y a aussi cette question des droits et de ce nouveau gouvernement ou des réformes sur l'enseignement et de voir un peu, est-ce qu'on doit craindre pour certains droits sociaux ou pour l'école spécialisée, etc. Est-ce que il y a des vigilances à avoir, des craintes à avoir, des revendications à formuler? Oh oui, il y en a des tas. Mais ici, à l'occasion du 3 du 12, c'est pas pour rien que SNK a mené une carte blanche. C'était une carte blanche qu'on a amené à signer donc tant par la population que par des associations. Et cette carte blanche, elle a été signée par 163 ASBL qui viennent de tous les secteurs confondus. Et c'est intéressant à signaler parce que ça montre aussi qu'on commence à comprendre que le handicap et la maladie sont des sujets qui touchent tout le monde. Cette carte blanche, elle revendique quoi? Elle revendique justement le non-recul des droits fondamentaux et la marginalisation de nos publics. Donc aujourd'hui, on est dans des gouvernements qui basculent un petit peu, on quitte la sphère de la gauche, on est dans du centre et du centre-droit. Donc évidemment, il y a des inquiétudes légitimes sur des publics qui sont un petit peu plus sujets à des discriminations. C'est donc pour ça que notamment, SNK a initié cette carte blanche pour demander le non-recul des droits et la généralisation de ce qu'on appelle le handi-streaming. Le handi-streaming, c'est donc la prise en compte du handicap dans toutes les politiques publiques. C'est quelque chose pour lequel on milite énormément au quotidien et c'est vraiment un outil qu'on va utiliser pour façonner les politiques publiques de demain, quelles que soient les majorités
des politiques en présence pour essayer de défendre au maximum ces publics-là. J'ai aussi envie d'être un petit peu rassurante. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a des conseils consultatifs des personnes en situation de handicap, donc on peut difficilement se passer des avis des personnes concernées. Il y a des conseils qui sont constitués un petit peu partout sur le territoire. Il y a aussi des dynamiques de collaboration avec les cabinets qui se mettent en place. On apprend à travailler les uns et les unes avec les autres, toujours nous, en revendiquant vraiment très très fort ce droit fondamental qui est celui du rien sur nous sans nous. Donc on essaye vraiment, notamment via nos mandats politiques, d'expliquer qu'on ne peut pas aujourd'hui penser une politique relative au handicap sans en parler aux personnes concernées, aux associations qui disposent d'une certaine expertise, etc. Donc voilà, évidemment il y a de la nouveauté dans ces nouveaux gouvernements, ça bascule un petit peu, mais des initiatives, et bien comme celle qu'on est en train de mener ensemble, en parler le 3 du 12 et mener des actions plus politiques et de visibilité comme la carte blanche, ce sont déjà des premiers signaux intéressants pour montrer qu'on va non pas se défendre, mais collaborer pour avancer ensemble vers une société plus inclusive, quelles que soient les politiques mises en place. Après, c'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont peut-être un peu plus je dirais pas en danger, mais sur lesquels les craintes sont légitimes, notamment sur la question de l'enseignement. En Belgique aujourd'hui, on sait qu'on a tendance à revendiquer l'enseignement inclusif où tous les enfants et tous les jeunes se retrouvent donc dans les mêmes écoles, parfois avec des aménagements raisonnables. Mais on sait aussi que pour toute une série de personnes, l'enseignement spécialisé doit encore exister et ces deux dispositifs doivent rester complémentaires pour que ce soit toujours en fonction de ce qui est le mieux pour l'enfant et la personne concernée. Ça, c'est important à garder en tête aussi. Et évidemment, dans les nouveautés en Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le pacte d'excellence, dans toutes ces mesures qu'on voit un petit peu émerger par-ci par-là, on essaie d'être extrêmement réactif pour s'assurer que les personnes en situation de handicap, les enfants à besoins spécifiques, ont été pris en compte dans les mesures. Quand c'est pas le cas, eh bien, on retourne discuter, concerter, essayer de trouver des solutions ensemble. Donc c'est toujours quand même une démarche qui se veut constructive, mais aussi toujours de remettre le handicap sur la table au cas où, dans les politiques publiques, on a quand même tendance à être assez souvent oublié. Un tout grand merci Manon pour tes réponses. Mais avec grand plaisir. Je te souhaite un bon 3 du 12. Un bon 3 du 12 à toutes et tous aussi. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on a une chouette réflexion de Manon et des combats qu'on doit encore continuer. Je propose qu'on clôture notre émission. Je tiens à remercier encore une fois tous les invités qui sont passés autour de cette table. Merci au public qui a été présent et avec de chouettes interventions. Merci à 48 FM et à toutes les collègues qui ont permis que ce projet et cette émission se concrétisent. Un tout grand merci. Merci, c'était super. Radio Papote, on a des potes.